Alors, on va faire comme ce matin, c'est-à-dire que chacun va prendre la parole 4-5 minutes, cette fois peut-être de façon un peu plus longue, pour essayer de nous donner sa vision personnelle des défis donc, qui nous attendent et qui vous attendent plutôt, profession libérale, pour 2020 et au-delà, évidemment. Et on va faire comme ce matin, on va commencer par le milieu, et le milieu, bah, c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, à vous. Jean-Paul Delevoye qui cherche à me provoquer. Il me dit c'est le centre. Non, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est fait pour avancer. C'est fait pour avancer. Je peux réagir à ce qu'a dit Christophe Barbier? Je pense qu'il le souhaite d'ailleurs. Bon. Ça veut dire qu'il ne sera pas passé inaperçu. Je suis quelqu'un de droite. Je crois au libéralisme. Mais il y a un sujet concernant les professions libérales. Comment on réussit à faire, en libéralisant, en ouvrant, en n'ayant pas peur de la concurrence, pour que ce ne soit pas la financiarisation qui l'emporte? C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Parce que la question qui se pose de l'ouverture à la concurrence, très bien. Mais quand on prend la dimension européenne, en quoi, par exemple, un kiné français fait de la concurrence à un kiné grec? En quoi? Mais en revanche, à partir du moment où on ouvre totalement, qu'est-ce qui empêche des sociétés avec des capitaux beaucoup plus importants, et là, la taille joue, qu'est-ce qui permettra de préserver de cette financiarisation et de la domination financière grâce à cette assise-là? Et si on ne maintient pas cette spécificité, c'est mort. C'est mort. Et donc, c'est l'un des points sur lesquels... Je ne sais pas si Christophe a le droit de reprendre le micro. Si il veut le reprendre, il reprend. Ou alors il peut même parce que bon, je suis libéral, tribune, hein. je ne suis pas un hyper-libéral, et je pense que si on ne pose pas un certain nombre de règles, dans ces cas-là, il n'y aura plus de concurrence. Parce qu'au final, on se retrouvera dans la main des grands. Et moi, je vais vous dire un truc, je n'ai pas de problème avec services publics ou autres. Au contraire, c'est le monopole qui me pose problème. Le monopole public me pose problème, mais le monopole privé également me pose problème, et la financiarisation amènera à ça. En un mot, d'où l'importance de l'organisation de ces professions dans une recherche de relations à l'État, monopole public, mais aussi aux autres professions. Et puis, deuxième utopie, qui est encore plus rattachée à l'Express que l'utopie peut-être du libéralisme, c'est la nation européenne. Si on fait une nation européenne, on garantira la juste concurrence dans ce nouveau territoire que sera l'Europe, comme on l'a su la garantir dans nos États-nations. Entre un kiné basque et un kiné breton, ou bien un assureur des Hauts-de-France et un assureur niçois, aujourd'hui, l'État-nation vérifie que la concurrence n'est pas faussée. Bien entendu, on l'a vu avec les travailleurs détachés dans d'autres domaines, on pourrait le voir avec cette financiarisation. Si on ne fait pas d'abord la nation européenne, c'est-à-dire une construction politique, on ne pourra pas éviter cela. On ne pourra pas éviter cela face à des puissances financières qui se considèrent déjà plus fortes que les États-nations. Il faut construire en face une fédération, une Europe fédérale, on l'appelle comme on veut, moi je l'appelle nation européenne, qui permettent de s'opposer à elle. À condition qu'elle ne s'occupe pas de tout et qu'elle ne casse pas tout. Je suis délibérément européen. Je sais qu'on ne peut pas réussir sans l'Europe, mais on a besoin de revenir aussi à ce que doit faire essentiellement l'Europe. Parce qu'on le voit d'ailleurs, oui, je pense aussi, c'est que dans les années qui viennent, final, ça va être dans les semaines qui viennent. Que doit faire exactement l'État dans notre pays? Et que doit faire l'Europe? Sachant que la France sans l'État, ça ne peut pas exister. Et que la France sans l'Europe ne peut pas exister non plus. Mais on est aujourd'hui confronté à cette obligation de bien nous remettre au clair sur la place et sur le rôle de certains. En quoi l'État doit être efficace, parce que c'est son cœur de métier, le régalien bien sûr. En quoi l'État doit peut-être un petit peu ressortir de son rôle, être à la fois régulateur et stratège, l'économie. Et en quoi il doit être garant. Et je pense notamment aux questions de protection sociale, et en quoi il réécrit un contrat avec les entreprises, entrepreneurs, et aussi avec les territoires, avec les élus. Si nous ne faisons pas cela à force de vouloir s'occuper de tout, il fait mal les choses et il est remis en question. C'est une réflexion qui a été conduite par le Canada et par certains pays scandinaves dans les années 90. La Suède, par exemple. La Suède, avec notamment les modes opératoires de l'État. Mais c'est de savoir justement ce qu'il fait. Et c'est exactement la même réflexion, je pense, pour la dimension européenne. Alors, je dois avoir un peu bouffé mes 4 minutes, mais allez-y. Je préfère l'interactivité. Sur les défis, je pense qu'il y a, et là, tu m'as invité pour ça? Je ne sais pas parce que j'étais au contact avec les professions libérales, mais je crois que j'étais adhérent d'ailleurs de l'UNAPL dans une vie antérieure. Ça fait très longtemps, parce que j'ai eu une vie professionnelle d'entrepreneur avant de faire de la politique. Et ce que je crois, c'est qu'il y a
dans les professions libérales, à la fois une dimension humaine et une dimension de lien qui sont très importantes, surtout par les temps qui courent et par les temps qui s'annoncent. Je suis intimement convaincu aujourd'hui que ce qui mine notre pays, ce sont les fractures. Ces fractures sont anciennes, elles sont multiples, je ne vais pas les détailler là. Et au final, quand il y a des professions qui permettent de garder cette dimension humaine qui va faire évoluer d'ailleurs la notion de conseil, de service aux personnes, et qu'on réussit justement également à lui donner cette idée de lien, notamment sur les territoires. C'est aussi pour ça que cet édifice que constituent les professions libérales, il ne faut pas le fragiliser, il ne faut pas le casser et il ne faut pas le faire disparaître. Je le dis aussi très clairement, on ne peut pas éclairer la salle. Non, parce que sinon, ça va banaliser la scène. Oui, non, mais 30 secondes. 30 secondes. C'est possible ou pas? C'est possible ou pas? Ne t'inquiète pas. Voilà. On vous voit beaucoup dans certaines émissions, vous êtes souvent dans la lumière, messieurs les journalistes, maintenant, donc on va... Qui ici est de province? Voilà. Alors, ça fait quoi? Un tiers? Non, tu rigoles? La moitié? Ah bah dis donc, sont faits comment les sondages du Figaro tous les jours? Moi, je faisais confiance avant. C'est un grand journal national, le Figaro. D'accord, oui, d'accord, mais je ne vais pas faire pareil. Bon, eh ben, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers. Les professions libérales, c'est toute la France. Ce n'est pas la France des métropoles contre la France, notamment des villages ou des départements ruraux, c'est toute la France. Et je pense que cet ancrage-là, il y a peu aujourd'hui d'entreprises qui sont capables de le symboliser. Et je reste intimement convaincu, c'était évoqué tout à l'heure par Christophe, c'est que cette dimension territoriale, elle est très importante. Moi, j'étais assureur, non pas à Saint-Quentin, 58 000 habitants, pour des raisons historiques et professionnelles, à Flaville-Martel, 1700 habitants. Où était le problème ? Je pense que ce sont des professions qui permettront de continuer à mailler le territoire. Bien évidemment, il faut la 4G, demain ce sera la 5G, il faut la fibre, mais ce sont des professions qui sont installées partout et qui gardent cette dimension de proximité. Et là, ce n'est pas la proximité tarte à la crème que revendiquent nombre d'élus, c'est une proximité avec, justement, la population parce que ce sont leurs clients. Je pense que les professions libérales ne sont pas guettées par la déconnexion. Elles ne sont pas guettées par la déconnexion parce que ce contact avec les gens, c'est la patientèle parfois, c'est la clientèle dans d'autres cas. Et c'est pour ça que cet édifice, alors peut-être que je suis un dinosaure ou un conservateur, ne doit ni être fragilisé, ni cassé, ni disparaître, parce que c'est aussi cette partie de la France qui est très importante. L'autre aspect quand même, c'est que vous allez être confronté, comme toutes les professions, à la question plus de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, disons-le très clairement, ça ne sert à rien de lever le pont-levis et de préparer l'huile bouillante. C'est là, ce sera là, sauf que vous avez, je pense à l'UNAPL, nous avons, je parle pour les élus, l'obligation de comprendre que nous sommes dans une course de vitesse et que nous devons adapter les compétences, former les uns et les autres, parce qu'il y a des emplois qui vont se transformer et il y en a d'autres, et là c'est davantage la responsabilité des élus, des emplois qui vont disparaître. N'ayons pas peur de dire les choses. Et cette course de vitesse est d'ores et déjà engagée. J'interrogeais tout à l'heure en arrivant un expert comptable, je ne sais pas s'il est dans la salle, et je lui posais la question de quelles seraient les fonctions qui seraient directement impactées par l'intelligence artificielle. Il me dit maintenant, je travaille tout seul, j'ai travaillé dans un cabinet, mais c'est bien évidemment la saisie. Il y a des experts comptables dans la salle ? La saisie représente quel pourcentage de votre activité, à peu près ? En moyenne, la moitié. C'est le chiffre sur lequel je me suis arrêté. Et de vos effectifs ? Plus de la moitié. L'intelligence artificielle, ça va produire quel effet? Voilà, vous le dites avec un ton pudique. Et c'est dans combien d'années? Voilà. Ce qui veut donc dire que là, ce sont des cols blancs qui vont être concernés. Pendant très longtemps, les cols bleus, avec la mondialisation, la robotisation, ont compris que leur emploi pouvait être remis en cause. Mais pour les cols blancs, ceci n'a pas encore pénétré tous les esprits. Ce qui veut donc dire que cette transformation massive d'emplois, voire cette suppression d'emplois, va nous amener les uns les autres à changer notre système de formation et de compétences pour éviter que nous ayons des bataillons de nos concitoyens, de salariés,
qui se retrouvent au chômage et désespérés. Et je dis cela parce qu'il n'y a pas que les grands groupes qui sont concernés, il y a aussi le grand groupe des entreprises libérales, des professionnels libéraux qui sont directement concernés. Si vous avez abordé ce débat, ce défi-là aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas à côté de ce problème. Mais ce qui veut dire aussi que nous devons absolument mettre les bouchées doubles, et ça s'impose au pouvoir public, que ce soit des responsables régionaux, on a cette compétence formation, mais c'est vrai aussi de l'État. Voilà les sujets que je voulais très rapidement aborder, plutôt pour répondre aux questions tout à l'heure. La question de l'aménagement du territoire, ce lien territorial, c'est vous qui le symbolisez. La question de la place et de la préservation du modèle pour éviter que tout ne disparaisse avec la financiarisation, même si on ne va pas nous faire le procès d'être soviétique ici, c'est bien marqué libéral, profession libérale. Et puis ensuite, cette question du défi, de l'emploi, des compétences, de la formation, parce que si nous ne l'anticipons, le modèle même des professions libérales pourrait être remis en cause. Je dois être arrêté à 3 minutes 59. Merci. Jean-Paul Delevoye, vous avez un micro devant vous. D'abord, merci à Michel de nous avoir invités et de pouvoir échanger. Merci à Christophe Barbier d'avoir ouvert les perspectives et à Xavier d'en avoir tracé quelques pistes. Je crois qu'en fait de compte, nous vivons un moment fascinant, mais la question qui a été posée pour la première fois dans l'histoire de notre vie politique, notre rêve n'est pas de repousser les limites, d'aller sur Mars, d'augmenter la puissance des hommes, etc. Ça va être de fixer les limites, au-delà duquel ne pas aller. Sur la problématique du génétique, du transhumanisme. Et donc, on voit bien que la question entre liberté et limite va être un des sujets les plus compliqués à traiter. Pourquoi ? La violence dans les pays, la violence, ça va être un choc de temporalité entre la fulgurance adaptabilité des personnes au service et la lenteur d'adaptation des structures ordinales, administratives et politiques. Parce que tout simplement, les usagers prennent le pas, adoptent des services qui améliorent leur qualité de vie, quand paradoxalement, les structures politico-administratives et ordinales ont tendance à protéger ou à tenter à protéger des services qui sont peut-être aujourd'hui complètement décalés. Et donc le monde de demain n'appartient pas aux plus anciens ni aux plus puissants, mais il appartient à celles et ceux qui savent s'adapter. Or, l'adaptabilité, c'est la remise en cause de nos existants. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, notamment dans un peuple comme le nôtre, qui n'a pas le goût de l'aventure, mais le goût de l'épargne, qui n'a pas le goût de la prise de risque, et où l'innovation qui réussit, c'est une contestation, et qui n'aime pas non plus le contestataire qui remet en cause le système. La preuve en est, c'est que très souvent, un certain nombre de personnes qui proposent des améliorations de services avec des innovations se font souvent considérer comme des emmerdeurs, et on a tendance à fragiliser l'innovation qui est pourtant source de succès pour préserver le confort d'un système qui lui est condamné. La seconde, c'est que l'on voit bien que cette formidable mutation, et moi je reprends ce qu'il disait Xavier, le monde paysan est devenu ouvrier sans trop de difficultés. Ça n'a pas toujours été facile, mais sans trop de difficultés. Le monde ouvrier est devenu technicien avec une promotion. Nous sommes là dans un monde de l'intelligence, dans un monde des services, et dans lequel, selon les techno-optimistes ou les techno-pessimistes, on ne sait pas si le robot va remplacer 27 ou 42%. On ne sait pas ce que sera l'emploi de demain. Ce qui est sûr, c'est que nous allons toucher une mutation profonde. C'est des gens diplômés, des gens qui ont une image de bourgeoisie moyenne, des gens qui sont frappés de plein fouet devant un avenir que l'on remet en cause. Et l'on voit bien que cette notion de frontière, je partage totalement l'analyse de Xavier. Je suis très préoccupé que nous sommes dans un moment d'ivresse que nous offre la liberté des technologies. Je n'ai jamais eu autant d'accès à l'information. Et je n'ai jamais perdu autant de sens critique. Je ne critique pas l'information, je la consomme et je la transmets. C'est-à-dire qu'au moment où la technologie nous permet d'être totalement libre, apparemment libre, je choisis qui je veux, j'emmerde qui je veux, je lis ce que je veux,
Nous sommes en train de basculer dans un esclavage moderne qui fait que ceux qui vont demain mobiliser nos cerveaux pour modifier nos comportements, pour voter, pour acheter et pour penser, sont aujourd'hui celles et ceux qui possèdent les banques de données. Et la vraie bataille de la domination du monde de demain est celle qui se livrent les Américains et les Chinois. Les Chinois viennent de mettre en place un supercalculateur qui est 10 fois plus puissant que le supercalculateur le plus puissant des États-Unis. L'Europe, zéro. Zéro. Quand vous regardez les recherches, les pourcentages de recherche dans le développement, dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle, 50% des brevets sont américains et chinois. Moins de 10% de pourcentage dans la recherche aux États-Unis et en Chine, quelques pourcents en Europe, et encore éparpillés dans les différents États. Et donc nous voyons bien qu'à vouloir préserver notre confort individuel, nous sommes en train de mettre sur pied les maîtres du monde de demain, mais qui ne sont pas nous. Et l'on voit bien que la question qui est intéressante, c'est que la technologie fait disparaître quelque chose qui est compliqué pour les politiques, très compliqué. Le prince maîtrisait ton territoire avec un impôt localisé et la maîtrise des sols parce que ça lui assurait la puissance. L'industriel, c'était le capital et la maîtrise des sous-sols. La technologie d'aujourd'hui fait disparaître les frontières. Le vrai débat, ce n'est pas de défendre son territoire, c'est de développer une politique d'attractivité des territoires pour que les capitaux du monde entier viennent investir chez vous et que les jeunes du monde entier viennent apprendre chez vous. Cette notion d'attractivité des territoires bouleverse complètement l'offre territoriale et non pas l'illusion d'être protégé par des frontières. Et nous voyons bien qu'il y a un monde de l'élite qui est dans le monde et un monde de la désespérance qui est la localisation. On a la localisation des échecs et on a l'évasion de la réussite. Et c'est un drame dans ces fractures sociales. Toutes les sociétés qui ont traversé les millénaires sans encombre, les Chinois, les Sumériens, les Juifs, les tribus primitives, avaient une obsession permanente, la cohésion de leur corps social. Notre domination occidentalisée, après 1945, a cultivé le dogme « le progrès économique égale le progrès social », a mis en place la notion normative de la performance, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une problématique de fragmentation de notre corps social. Et aucun système politique, aucun système économique ne pourra se construire sur la désespérance des hommes. Et la dimension humaine est en train de réapparaître à toute vitesse au niveau d'une notion que vous connaissez bien, vous les libéraux, la notion de la fragilité. L'humanité est en train de prendre en plein fouet l'humanité de la nature. Et c'est là où il faut construire une doctrine politique très forte. Les Américains, M. Trump, lorsqu'il envoie balader le climat de Paris, c'est parce qu'il est créationniste. Et les créationnistes pensent que Dieu a donné la nature à l'homme pour en faire ce qu'il veut, et il le réparera toujours. C'est une philosophie, une croyance. Et nous voyons bien que la fragilité de l'humain est en train d'impacter toutes nos sociétés occidentales. Nous ne savons pas répondre à la souffrance humaine. En tant que médiateur, j'avais très clairement mis l'accent sur le burn-out de la société française. Car je voulais faire comprendre aux politiques que toute communauté, qu'elle soit d'entreprise, qu'elle soit d'État, qu'elle soit d'une collectivité locale, est un être vivant qu'il faut soigner avec les règles de la biologie et de la psychologie. Or, notre peuple d'ingénieurs gère les communautés avec des pourcentages, avec des chiffres, avec des courbes et avec des ratios. On n'a jamais fait rêver. L'homme a un impérieux besoin de croire, dit Julia Krusteva. Qui croire aujourd'hui? Que croire? Et c'est une formidable opportunité politique. Au moment où les travail, la famille, les croyances religieuses, les idéologies politiques ont fondé la socialisation des hommes, elles sont toutes fragilisées. Comment faire société à un moment donné où le travail va être redistribué? Et Christophe Barbier faisait des références, je me souviens de celle-ci, mais je la cite. Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Bonte, disait déjà « Qu'allons-nous faire de cette communauté d'hommes sans emploi lorsque les machines remplaceront le travail humain ?» Chateaubriand. Et Victor Hugo nous alertait sur les éruptions citoyennes, c'est un mot que j'ai souvent utilisé, que nous vivons actuellement en pleine actualité, en disant « Les peuples sont comme des volcans. Un jour, ils entrent en éruption, et la lave citoyenne, comme la lave volcanique, d'abord détruit tout, avant de tout fertiliser. »
Donc nous sommes dans un moment où il faut être attentif à ce que l'homme est un être grégaire, au moment où on a disjoint les liens. L'homme a besoin de croyance, au moment où il ne croit plus en rien. L'homme ne croit plus à son futur et on a sapé les leçons du passé au même de faire recicatriser ou de faire ressaigner les blessures du passé. Nous sommes dans la surconsommation de l'instantané et dans la disparition de l'identité. Et je crois que vous, les libéraux, vous avez une vertu. Je crois que, je ne sais pas combien de morts, combien de guerres, mais la liberté s'installera partout. Et les régimes les plus en dictature finiront par disparaître. Ce qui ne veut pas dire que la démocratie n'est pas en danger. Car les démocraties aujourd'hui sont en train de reculer sous deux formes de dictature, celle de Poutine et Erdogan qui rendent fierté à des peuples humiliés, et celle de la dictature des émotions qui emporte toute résistance, la plus grande entreprise sur un scandale sanitaire, et vous-même, aujourd'hui, la terreur de votre profession. Ce n'est pas la faute professionnelle, c'est la condamnation médiatique et les contentieux. Et nous voyons bien que c'est un élément intéressant parce que vous allez devoir, en même temps, revendiquer la liberté, mais au nom de la création, de la créativité et de la capacité de vous remettre en cause, pas au nom de la capacité de vous rassembler pour préserver un passé qui vous condamne. La seconde chose, c'est que les frontières... Et après, on passera la parole à Corinne Lepage. Les frontières vont devenir de plus en plus spécialisées. Comment mettre en place des politiques pluridisciplinaires? Comment faire en sorte que dans le vieillissement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la performance des entreprises est dans les équipes plurigénérationnelles et non pas dans les équipes monogénérationnelles? Comment faire en sorte, et l'on voit bien, tout cela est en train... Et donc je trouve que, pour terminer, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on remette en cause la notion du diplôme. Non pas qu'il faut le supprimer, mais le diplôme qui croit qu'on est intelligent tout au long de sa vie, au moment où l'innovation sera permanente et constante, fait qu'il y a des types dangereux lorsqu'ils n'arrivent pas à se former pour s'adapter aux évolutions du monde moderne. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un moment fascinant, tout est à inventer, il faut nous adapter, et l'adaptabilité est bien plus forte chez les libéraux que dans les structures de caractère collectif. Et je terminerai aussi, et c'est la proposition de Xavier, et c'est vraiment ma conviction, plus il y aura de liberté, plus on aura besoin de régulation publique, de loi. La liberté totale, c'est la loi du plus fort, et ce sera la loi du fric. Or, aujourd'hui, notre problème à nous, c'est que le capitalisme n'a plus de régulation parce qu'il a perdu le communisme qui était son meilleur adversaire. Non, non, je le dis avec beaucoup de conviction. Et qu'aujourd'hui, ce capitalisme dérégulé fait qu'on n'a jamais eu autant de masse financière qui a circulé à l'échelle de la planète. Mais ça veut dire, regardez, si vous êtes en train de continuer à demander des diminutions d'impôts, quelle sera la capacité des penseurs publics indépendants par rapport au lobbying financier qui déverseront des milliards pour faire croire, y compris, des éléments qui serviront des intérêts commerciaux et pas la vérité. Et là, nous avons des débats extrêmement lourds sur lesquels on doit être attentif. Quel est le niveau de la régulation publique pour préserver un rapport de force par rapport à la liberté de création? Et donc, c'est toute la problématique de la place de l'impôt, de la place de régulation publique et de la liberté privée. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Et d'ailleurs, tout est résumé dans cette question. Je redescends de quelques étages, mais tout est résumé dans la question. Et comment fait-on avec le poids des charges et des obligations administratives? Je suis d'accord. Mais l'impôt, 1 euro d'impôt qui est inutile est 1 euro de trop. Bien sûr. Et donc je pense qu'il va falloir aussi se remettre en cause sur... Mais non, mais attendez. Moi, quand je suis arrivé au Conseil économique, social et environnemental... Attendez, je vais vous dire. Quand je suis arrivé au Conseil économique, social et environnemental, la première question que j'ai dite, puisque je découvrais cette maison, je leur ai dit, nous avons 5 ans pour prouver notre utilité. Sinon, au bout de 5 ans, les citoyens auront raison de demander notre suppression. Quand vous osez poser la question, je peux vous dire que j'ai eu un succès d'estime de la part du personnel qui m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ce type? Il se prend pour un fou. » Or, aujourd'hui, tout ce qui est argent public, on devrait accepter de se poser la question de son utilité d'usage. Mais je peux vous dire, ne soyez pas tous schizophrènes, parce que moi j'ai vu des gens qui demandaient moins d'impôts, mais qui en même temps demandaient la préservation d'un certain nombre de services dont ils savaient qu'ils étaient inutiles. Donc on est tous un peu schizophrènes dans cette affaire. C'est la schizophrénie française. Corinne Lepage. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de vous parler des entrepreneurs libéraux dont je fais partie, mais je ne peux pas résister à l'envie de dire un mot sur le sujet majeur que Xavier Bertrand et Jean-Paul Delevoye, et indirectement tout à l'heure Christian Schwabe, ont évoqué, c'est-à-dire la question de la cohésion.
On ne peut pas aujourd'hui, je pense, s'exprimer sans dire un mot sur ce sujet. J'ai les convictions écologistes que l'on connaît, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de réfléchir large. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce qui peut nous rapprocher tous les uns des autres, c'est d'être exposés au même défi, c'est-à-dire celui de la pérennité de l'espèce humaine. Parce que bien sûr, il y a le problème du fin de mois, ça c'est absolument indéniable, mais il y a le problème de la fin de l'homme aussi. Alors, c'est peut-être moins immédiat, je l'entends, mais c'est tout aussi possible. Et ce qui peut effectivement redonner du sens et de la cohésion, c'est de voir dans quelle mesure chacun peut contribuer et avoir la dignité de contribuer, la responsabilité de contribuer avec ses moyens, avec ses possibilités, à sauver lui-même, sa famille et ses descendants. Parce que sur ce bateau-là, nous sommes tous embarqués. Nous sommes tous embarqués avec des responsabilités diverses, avec des capacités diverses, mais nous avons tous le même problème. Et je pense qu'il y a donc dans cette réflexion à mener sur la question de la solidarité et de la transition écologique, économique, énergétique, politique, vous pouvez tous les mettre, tous les adjectifs que vous voulez au bout de transition, nous avons vraiment une cohésion à reconstruire. Voilà, je voulais juste dire cela et de dire que c'était dans cet esprit que je travaillais maintenant depuis 3 ans à la diffusion de la Déclaration universelle des droits et devoirs de l'humanité, parce que c'est précisément de cela dont il s'agit. Alors maintenant, je vais dire quelques mots quand même sur les professionnels libéraux. Il me reste moins de 3 minutes pour le faire. À mon sens, il y a énormément de sujets, bien sûr, mais il y en a 3 majeurs. Le premier, c'est celui de se réinventer. Christophe en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis avocate depuis 42 ans maintenant, bientôt 43. J'appartiens à une profession qui s'est complètement transformée. Une partie de notre activité a disparu, notamment, on parlait tout à l'heure pour les experts comptables, la saisie pour les juristes, c'est une partie de la recherche juridique, de la veille juridique. Tout ça maintenant est fait de manière extrêmement rapide et par de l'intelligence artificielle et des banques de données. Mais nous avons constamment à réinventer notre métier, à nous demander à quoi nous servons et comment nous pouvons être le plus utile aux gens. Pas seulement pour les défendre au sens auquel on l'entend d'habitude, mais les défendre dans la vie. C'est-à-dire leur permettre de se promouvoir dans le futur, de s'organiser, de se préserver sur tous les plans. Alors, c'est une préoccupation qui n'est pas seulement juridique, ce qui conduit évidemment à réfléchir avec les autres. Moi, je travaille avec des médecins, je travaille avec des biologistes, je travaille avec des experts comptables, je travaille avec des gens qui ne font pas du tout mon métier. Mais c'est peut-être pour ça que j'essaye de le faire de manière un peu différente. Et je l'espère avec un peu d'innovation. Donc, nous réinventer. Alors, bien sûr, il y a derrière cela une optique de marché, parce que si nous ne nous réinventons pas, nous allons disparaître, pour une large part en tout cas. Mais aussi, je dirais, un amour de ce que l'on fait, du métier que l'on a choisi. Et que l'on soit kiné, expert comptable, médecin, assureur, avocat, quelque part, il y a un amour des gens dans tous ces métiers-là. C'est le premier point. Le deuxième point, vous en avez parlé les uns et les autres déjà, c'est la compétence, sous toutes ses formes. Alors, il y a bien entendu la compétence de tous ceux qui travaillent avec nous, parce que l'entrepreneur libéral, il n'est pas forcément tout seul. Aujourd'hui, ce sont des entreprises libérales. La compétence de ceux qui nous entourent, mais notre compétence à nous, notre capacité d'adaptation, notre formation permanente, bien sûr, mais notre capacité d'adaptation et notre capacité de transmission à nos jeunes. Et là, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Pas plus à l'université et pas plus en ce qui nous concerne à l'école du barreau. Ça s'apprend dans la vie, dans les cabinets. Je crois que là, il y a vraiment une réflexion permanente à mener sur cette question de la compétence professionnelle, mais aussi de l'adaptation permanente à ce qui nous est demandé, non seulement, je dirais, sur le plan strictement de notre compétence professionnelle, mais encore une fois de la transformation du monde et de l'anticipation que l'on peut faire de ce que va devenir notre profession. Et puis le troisième point, c'est l'éthique et la relation aux autres. Beaucoup de professionnels libéraux, ce sont des professions qu'on appelle en France réglementées.
c'est-à-dire qui ont des codes de déontologie. Alors moi, personnellement, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée. C'est très important, parce que c'est la condition de la confiance. Vous parliez les uns et les autres des relations avec nos concitoyens, clientèle, patientèle, on peut les appeler comme on veut, ceux qui viennent nous consulter et qui ont confiance en nous. Cette confiance, ils l'ont en principe parce qu'on fait bien notre métier, mais aussi parce qu'on a des règles de déontologie. Que l'on soit médecin, d'abord ne pas nuire, que l'on soit avocat, gérer ses conflits d'intérêts, etc., etc. Et donc, il est important d'arriver à avoir une adaptation de nos métiers et de nos organisations qui nous permettent de concurrencer les autres organisations, car c'est vrai, le kiné de Grasse, il n'est pas concurrencé par le kiné grec. L'avocat de Paris, il est concurrencé par l'avocat de New York, qui de reste est à Paris. Donc, nous avons besoin de nous adapter. Mais nous avons besoin de maintenir des règles déontologiques fortes. Et l'équilibre à trouver n'est pas toujours facile. Voilà, et donc je pense que nos évolutions, elles se font autour de ces 3 thématiques. Il y en a bien d'autres, hein. Il y a les charges, il y a tout l'aspect financier, de la difficulté de gérer nos boutiques respectives, tout ça, ça existe. Mais en prenant un petit peu de hauteur, je pense que ces 3 points-là sont des points absolument essentiels et auxquels nous pouvons répondre convenablement aussi en réfléchissant sur notre rôle dans la société. Parce que là aussi, c'est extrêmement important. Je pense que ce que nous représentons en termes de service rendu à l'autre, en termes de réflexion sur l'évolution des choses, est quelque chose d'important pour participer à l'évolution de nos sociétés. Voilà, Monsieur Tréhard, je m'excuse. 7 minutes 26 Corinne Lepage. Et quelques secondes. Merci beaucoup. Alors là, c'était le point de vue d'une femme politique, mais aussi d'une avocate. Et là, on va avoir le point de vue maintenant, Monsieur Valencien, d'un homme de santé, d'un expert scientifique. Je partage ce qui a été dit par tous les intervenants précédents. Si nous ne mutons pas, nous ne pouvons pas nous adapter. Quand on regarde les bactéries, elles doublent toutes les 20 minutes et les moustiques qui ont 250 000 ans en année vivent 3 semaines et mutent en permanence. Nous sommes des êtres de 80 ans en moyenne de longévité. Ça va être dur de muter parce que quand on a été formé, on a du mal à se réformer. C'est le vrai problème. Nous vivons trop longtemps, si je puis dire, en un sens. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je vois poindre déjà des initiatives merveilleuses. J'étais à Fruges, que tu connais bien, Xavier, Fruges, dans les Corons, 2500 habitants, une maison de santé inimaginable, 1500 mètres carrés, 40 professionnels, 12 médecins, un chef de clinique envoyé de Lille, 2 internes avec des studios, 3 externes, pour un bassin de population de 25 000 personnes, avec ce hub de proximité qui n'est pas de la médecine libérale, qui est une médecine entrepreneuriale. J'ai dit à Jean-Paul Ortiz, arrête de parler de médecine libérale. C'est fini. Le bon docteur Horace Bianchon, dans La peau de chagrin de notre cher Honoré Balzac, c'est terminé. Le médecin seul, c'est fini. Mais en revanche, d'avoir la liberté d'entreprendre, de créer ces structures où les professionnels se retrouvent. Il y a une sage-femme, il y a de l'aide sociale, orthoptiste, des infirmières, le pharmacien, les pompiers à côté, et la piste d'hélico à quelques centaines de mètres. Voilà le rêve. C'est cela qu'il faut créer en France. C'est cette proximité-là qui permet qu'on n'ait pas le malade qui, tout d'un coup, parce qu'il a vu le match de foot, a pris 3 canettes de bière, dégueule un peu le soir, va voir son médecin et qui lui dit « Écoute, Marcel, arrête, ça va, tu viendras me voir demain. » Tandis que s'il va aux urgences, il va se payer 6 heures d'attente, on va lui faire un bilan monstrueux pour peau de balle. Donc c'est là où il faut absolument agir. Il faut aider ces structures de proximité qui sont le terreau de la médecine de demain. Une médecine non plus libérale, mais entrepreneuriale, ayant la liberté d'entreprendre dans le cadre de son entreprise. Moi, j'ai créé 3 entreprises. Je sais ce que c'est que des entreprises. Je ne suis pas du tout... J'ai été à la fois médecin libéral, j'ai été médecin d'hôpital public et médecin dans des hôpitaux à but non lucratif. Donc, je connais la palette. J'ai toujours eu l'indépendance de ma pratique où que je travaille, toujours. Donc, il ne faut pas amener en soi l'idée de se dire « là, je vais être sous la coupe d'un assureur, je vais être sous la coupe d'un hôpital ». J'ai toujours eu l'indépendance parce que j'ai travaillé en groupe. Et je crois que c'est ça la vraie leçon à donner aujourd'hui à nous tous, les libéraux, je dirais, je me mets dedans. C'est que seul, on ne peut plus rien faire. Si on se groupe,
on mobilise des énergies et des possibilités de discuter avec les pouvoirs publics bien plus fortes. Je regrette la dispersion des syndicats médicaux. Nous devrions avoir une association médicale de France qui pose 3 questions, enfin, non pas qui pose 3 questions, qui apporte des propositions sur comment nous former, études beaucoup trop longues. Il faut arrêter. 10 ans, 12 ans, on est fou. En 8 ans, on forme très bien un médecin. En 8 ans avec la simulation aujourd'hui. Deuxièmement, où nous installer? Vraie question. Comment nous évaluer? Autre question majeure. Et comment nous financer et à quel niveau? Voilà les 4 questions majeures que nous pourrions apporter ensemble. Or, on n'arrive pas à le faire. Et la tutelle elle-même est très embêtée. Elle parle à tout le monde. Nous ne sommes pas capables de nous unir pour proposer. Nous sommes en résistance. En fait, les 90 ans de la CSMF hier, je crois, hein, c'était le 6 décembre 1928. On entre en résistance. C'est fini la résistance. Il faut être anticipateur. Et je rejoins très bien ce qui a été dit sur ce sujet, sachant que quand même, et je rejoins là encore plus, la vieille Europe est en train de s'écrouler. Je ne sais pas si c'est simplement un trou d'air. Je pense, et je vais être terrible, que c'est une fin de civilisation. Le monde blanc chrétien européen est mort. Et si on regarde la planète, il faut la tourner et regarder le Pacifique. C'est évident, de ces deux côtés. En 2050, vous aurez 4,5 milliards d'Asiatiques, 2,5 milliards d'Africains, 1,3 milliard d'Américains, 500 millions d'Européens. Eux auront des populations avec plus de 50% à moins de 25 ans, quand nous en aurons plus d'un tiers à plus de 60. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, se regarder, nous sommes un peu comme la Pompadour qui se faisait tirer le portrait à Versailles par Quentin Latour, quand tout d'un coup Louis XV passe la tête par la porte. Oui, oui, absolument. Et quand tout d'un coup Louis XV, absolument, passe la porte en disant « Ma chère, je viens de perdre la bataille de Rosbach » et elle de répondre « Après nous le déluge ». Nous sommes gras, assistés, vivant dans un climat génial, on n'en a plus rien à foutre. Eh bien ça, on nous le paierons. Et s'il n'y a pas une volonté politique forcenée d'associer les pays européens, ce n'est pas la France toute seule, je suis d'accord, mais en mettant c'est des centaines de milliards. Hein. La Chine, j'en reviens, va mettre 150 milliards sur le numérique pour fêter le 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Notre président de la République a proposé 1,5 milliard. On joue dans des rapports de 1 à 100. On est foutu à ce niveau-là. S'il n'y a pas une prise de conscience de nous-mêmes, donc les citoyens, par le vote, si on ne pousse pas cette Europe, c'est fini. Nous serons, comme le disait mon ami Nicolas Bouzou, nous deviendrons le café de flore du monde. Eh bien ça, je n'en veux pas, et je pousse beaucoup à la liberté d'entreprendre. Je suis convaincu qu'il y a un avenir énorme à la médecine entrepreneuriale. Merci. Bien. Alors Bernard, vous avez le choix, soit vous rentrez vous coucher, soit vous parlez, je ne sais pas. J'ai effectivement beaucoup hésité, mais le thème qui nous a été demandé de traiter les différents intervenants, c'est les défis. Effectivement, dans le mot défi, il y a le mot risque, lourdeur, crainte, inquiétude, et puis il y a le mot opportunité aussi. Et dans les propos du professeur, il n'y avait pas à l'évidence que de l'inquiétude, de la lourdeur, il y avait aussi une... Exactement, voilà. Alors, pour ma part, et au risque de répéter, mais plutôt de faire écho à certains propos qui ont pu être tenus, je voudrais me centrer sur 3 défis qui me semblent importants pour les professions libérales. Le premier, c'est le défi des nouvelles technologies, et ça a été bien dit, y compris dans l'exposé introductif de Christophe Barbier. Métier, emploi, compétences, formation. Et je mets compétences, formation pour atterrir sur la pratique des métiers et l'activité professionnelle. Un chiffre qui nous a été donné il y a un mois par le Forum économique mondial. D'ici 2025, plus de la moitié des tâches actuelles réalisées sur le lieu de travail seront effectuées par des machines, contre 29% aujourd'hui. Entendons machine dans le sens le plus sophistiqué qui soit. Et madame, expert comptable, vous l'avez dit, chez moi, avez-vous dit en substance, c'est déjà la réalité, plus de la moitié de mon personnel est bousculé. Cela veut dire que nous avons effectivement des risques. Et d'ici 2025, dans le monde, 75 millions d'emplois seront supprimés. Mais dans le même temps, nous verrons émerger 133 millions d'emplois, de nouveaux emplois. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes métiers. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes compétences. Et nous arrivons naturellement au mot-clé, qui est le mot formation, pour soi, pour les autres, pour tous nos collaborateurs. Hier, je rencontrais le DRH d'une grande entreprise automobile française qui me disait, il y a 1 an et demi, nous avons décidé de supprimer 1300 emplois, et dans le même temps, et en même temps,
de créer 1300 autres emplois. Ce ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Premier défi, c'est celui-là, et bien évidemment la question de la formation qui est au cœur. Deuxième défi, c'est le défi des frontières mouvantes du salariat. Nous avons, avec Michel Chassan, au Conseil économique, social et environnemental, travaillé un sujet sur les nouvelles formes du travail indépendant. Michel bouillait. Je peux peut-être un peu parler pour lui, mais il bouillait. Parce que l'essentiel de ce rapport était centré sur les micro-entrepreneurs. Aujourd'hui, 700 000 personnes, pratiquement autant que l'ensemble des professions libérales. Et ces micro-entrepreneurs, ces salariés, travailleurs qui sont, on ne sait trop, dans cette zone que l'on définit comme grise entre le travail de salarié et le travail indépendant, nous bousculent. En fait, ces personnes-là vivent, dans notre période actuelle, l'espoir de vivre ce que vous vivez déjà comme profession libérale, un travail libre, un travail indépendant, un travail dégagé d'une subordination. Ils vivent aussi, ou ils espèrent vivre, ce qu'espéraient de vivre les ouvriers du 19e siècle et qui n'y sont pas arrivés, se libérer de l'assujettissement à un employeur. Eh bien, nous y sommes. Relisons les vieux ouvrages sur le sublime ouvrier, l'ouvrier qui était possesseur de son métier, possesseur de son destin. Nous en trouvons encore ici ou là, dans les entreprises qui m'est donné de visiter. Il m'a été donné encore dans une entreprise, on m'a dit, mais l'ouvrier, quand il part à la retraite, il part avec sa caisse à outils. Dans une verrerie, il part avec ses outils. C'est lui qui est possesseur de son métier, ce n'est pas son métier qui le possède. Bien. Et la charte d'Amiens en 1906 prônait bien l'espoir d'une disparition du salariat et du patronat, évidemment par la voie révolutionnaire et violente. Mais il y a cette idée de s'affranchir de ce lien de subordination. Et nous voyons aujourd'hui, que ce soit travail indépendant ou travail salarié, se bâtir progressivement des liens de suborganisation par-delà le lien commercial, contractuel, ou par-delà le lien salarial. Nous avons donc cette possibilité de vivre dans les temps à venir à travers des statuts qui aujourd'hui sont très compartimentés, une évolution de notre organisation du travail qui va nécessiter de bousculer nos habitudes. Donc bien évidemment, toutes les règles fiscales, sociales, les inquiétudes sur les systèmes de retraite, tout cela va être bien évidemment bougé. Et quand l'actuel gouvernement, je ne suis pas spécialement macroniste, ce n'est pas parce qu'il y a Jean-Paul Delevoye que j'aborde ici, quand nous voyons qu'il va falloir assurer à tous ces travailleurs, mot terriblement moderne, apporter à tous ces travailleurs un même socle de garantie future, eh bien, c'est un point important. Le troisième point, eh bien, c'est le défi de la représentation collective. Vous êtes l'UNAPL. Vous exprimez en tant que structure syndicale à la fois un besoin de liberté, un besoin de solidarité, une écoute de proximité, un besoin de communauté, et puis une défense des intérêts communs au niveau français, au niveau européen. Et donc deux questions se posent, qui ont été évoquées là, il y a quelques instants. Vous venez de vous rapprocher des artisans. Ces regroupements, ces convergences au niveau français, là aussi au niveau européen, vont devoir se poursuivre. Cette question se pose pour toutes les organisations syndicales, notamment de salariés. La diversité syndicale est une bonne chose, on n'a jamais vu la demande croître quand on réduit l'offre. Donc réduire le nombre d'organisations syndicales représentatives, c'est une fausse réponse à un vrai problème. Mais nous avons besoin de converger dans cette direction. Et puis nous avons besoin de bien structurer ce qui appartient au monde du travail et qui ne peut pas appartenir à l'État tout-puissant. Ce sont les initiatives et les réalisations nées du paritarisme et donc de la négociation contractuelle, de la négociation collective. La formation professionnelle, les retraites, le chômage sont en train aujourd'hui, de fait, d'être étatisés. Et pour certains de ces sujets, c'est déjà fait. Attention, si nous voyons aujourd'hui disparaître les acteurs en tant que structure collective pour organiser et gérer le marché du travail et les institutions que ces acteurs ont fait naître, l'assurance chômage, 1958, les retraites, l'AGIRC en 1947, la formation professionnelle, le grand accord de 1970, eh bien nous verrons s'effacer ces acteurs et un jour ou l'autre, ça peut arriver, vous savez, l'État se retrouver face au peuple qui est dans la rue. Voilà. Oui, le risque est là. Le risque est là. Voilà. Ah oui, voilà. Voilà ces trois défis que je voulais vous présenter. Merci.
Michel, en même temps que vous donniez votre sentiment, il y a une question qui me paraissait importante là. Il y avait en gros marqué solidarité. C'est bien gentil tout ça, mais c'est nous qui supportons justement le poids de toutes ces solidarités, parce que c'est nous qui payons d'une certaine façon. C'est ce que voulait dire la question. Il y a peut-être moyen d'y répondre avec votre propos. Oui, merci pour ces brillantes interventions. Dites donc, je vais essayer de... comment dire, là, vous êtes sur l'avion, donc vous pouvez j'aurais parler des propos plus faciles, plus simples. D'abord, un principe qui a été évoqué ce matin, qui, moi, m'a pas heurté, mais m'a interpellé, c'est le sujet que la démocratie, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui quand même, hein, c'est la démocratie, c'est l'écoute et le dialogue, et pas l'affrontement. Or, je ne dis pas qu'autour de la table, on est l'affrontement, pas du tout. Mais quand on voit, par exemple, le mauvais exemple que donne l'information, et notamment audiovisuelle, où finalement comment dirais-je, le modèle économique et finalement la culture de l'affrontement, c'est par l'affrontement qu'on provoque l'audience, c'est par l'audience qu'on attire les annonceurs, et c'est par les annonceurs que donc on remplit les obligations. Je ne suis pas invité au débat, donc moi je ne fais que... Non, mais il y aurait beaucoup à dire pour le vivre de tous les côtés de la barrière, et un certain nombre de gens qui sont ici l'ont vécu, évidemment. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, parce que par cette culture de l'affrontement, les gens ne s'écoutent pas. Voilà. Alors, pour ça, et pour s'écouter, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui peuvent apporter une plus-value. Et parmi ces gens-là, il y a évidemment ce qu'on appelle les corps intermédiaires, la société civile, enfin on l'appelle comme on veut. Nous les connaissons bien, c'est les élus, évidemment, c'est les syndicats, les organisations, les associations, enfin bref, elles sont extrêmement nombreuses. Je pense en particulier à une association aujourd'hui qui a dû se replier dans une chaîne de télévision demain, parce qu'elle ne pourra pas demain organiser le Téléthon, notamment sur la place de la Concorde. Hein, c'est un vrai sujet. Voilà, j'ai une petite pensée pour ces gens-là au moment où je parle. Donc ces corps intermédiaires sont indispensables. Or, qu'est-ce qu'on en a fait de ces corps intermédiaires? On peut en discuter. Prenons la société du XXe siècle qui était basée sur 4 piliers. Le maire, qui représentait donc l'autorité, l'administration, l'instituteur, qui représentait donc le savoir, l'ecclésiastique, qui représentait donc la foi, la spiritualité, enfin bref, et le médecin qui représentait donc l'humanisme, la santé, le bien-être, enfin bref, l'accompagnement dans la souffrance, dans toutes les épreuves de la vie, etc. Que sont devenus aujourd'hui ces 4 piliers dans notre société moderne? Je vous laisse imaginer, je ne vais pas les prendre un par un, mais il y a un vrai sujet. Michel, Bernard me signale que vous en aviez oublié un qui me paraît fort intéressant, c'est là où tout le monde se retrouvait, le cafetier. Oui, il a raison, mais le quartier... mais c'est aussi indépendant. C'est le quartier, c'est le bourg, le cafetier, excuse-moi. J'avais dit le quartier, mais le quartier aussi est important. Mais le cafetier, excuse-moi. Bon, oui. Allô, tu veux dire, hein? Bien. Et il y a une deuxième catégorie que sont les professions à dimension humaine. Et ces professions à dimension humaine, je crois que les professions libérales les représentent assez. Ils ne sont pas seuls, mais ils les représentent assez. Hein, ce sont, et j'ai l'habitude de le dire, ce sont les métiers de la vie, ce sont les métiers de la proximité, de l'écoute. J'ai l'habitude de dire aussi, parce que moi j'ai exercé le métier de médecin toute ma vie, finalement, quand on regarde bien les choses, et c'est pour ça que je vais répondre à la question qui est posée là, quand on regarde bien les choses, qui est au contact? Quels sont les cadres de cette société, de notre société, que sont les médecins ou les infirmières ou autres, qui sont au contact de la population tous les jours, qui rentrent dans les foyers et qui ont compris depuis longtemps ce qui était en train de se passer et qui l'expriment sans jamais avoir été entendus. Ça, c'est une vraie question. Donc nous subissons de plein fouet. Chaque fois qu'il y a une fracture qui se fait jour, au niveau qu'elle soit de tous les niveaux de la société, eh bien, c'est à nous qu'on demande de répondre. Par exemple, lorsque... C'est bien l'évolution numérique, et ils sont évidemment favorables. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas apte à utiliser l'outil numérique.
qu'est-ce qu'on en fait? À qui s'adresse-t-il lorsqu'il faut remplir un papier, lorsqu'il faut... Il s'adresse très souvent à un professionnel libéral. Il s'adresse très souvent à lui, et c'est lui qui l'aide à mieux vivre. Alors la mondialisation, vous comprenez dans ce contexte, hein, et la finalisation à tout crin, la dérégulation à tout crin, comment vous dire, elle est évidemment assez antinomique avec cette évolution-là. Alors quelles sont les conditions de la réussite pour précisément que les professionnels à dimension humaine puissent remplir leur rôle? C'est premièrement qu'ils soient indépendants. Et ça a été dit, je crois que c'est Jean-Paul qui l'a dit, c'est évidemment une notion tout à fait fondamentale. La caractéristique du professionnel libéral, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Guy, parce que le professionnel libéral, ça a un sens encore. Enfin, la médecine libérale, c'est encore un autre problème. Mais le professionnel libéral, ça a un sens. Les mots secret professionnel, les mots éthique, les mots déontologie, tous ces mots-là ont un sens. Et l'indépendance du professionnel est fondamentale, c'est-à-dire avoir la certitude, chaque fois qu'on s'adresse à un professionnel libéral, qu'il soit indépendant vis-à-vis de tous les pouvoirs qui nous entourent. Croyez-moi, ça devient rare dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. La deuxième condition de réussite, c'est la responsabilité. Ça veut dire faire des actes en étant pleinement responsable sans qu'il y ait un écran. Le professionnel libéral, lui, il est tout seul devant. D'ailleurs, il doit s'assurer pour cela, puisqu'il doit contracter une assurance responsabilité civile professionnelle pour permettre justement de répondre de ces actes. Il doit évidemment être qualifié, c'est tout le sens des diplômes, c'est tout le sens de la formation, ça va de soi. Et il faut qu'il exerce en proximité, d'où la volonté des pouvoirs publics de faire en sorte de réguler la démographie de ces professionnels. Il n'y a pas que la démographie des notaires, il y a la démographie aussi des médecins, il y a la démographie de plusieurs professions. Il faut qu'il y ait une souplesse, une adaptabilité, et cette souplesse est-elle bien au rendez-vous lorsque, par exemple, je n'ai rien contre l'accessibilité dans les locaux professionnels, mais ce qu'on nous a infligé, ce qu'on nous a obligé à faire, alors que le public n'était pas foutu de le faire, c'est-à-dire cette accessibilité à marche forcée qui a fait que finalement tous les professionnels qui étaient installés au 2e ou au 3e étage et que malheureusement l'ascenseur ne permettait pas un fauteuil, parce qu'on résume aujourd'hui le problème d'accessibilité uniquement au fauteuil, alors que ça représente 2% des handicaps dans ce pays, eh bien voilà un exemple très concret qui nous empêche d'agir convenablement. Et c'est le modèle économique. Et le modèle économique, nous nous évertuons à expliquer aux fonctionnaires de Bercy que nous sommes des entreprises à part entière, et qu'il n'y a pas que les multinationales, il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a aussi les petites entreprises qui d'ailleurs sont les plus nombreuses. Et c'est là, précisément, à mon avis, il y a les plus grands gisements d'emploi. Bien. Et la liberté d'entreprendre, donc, qui a été évoquée par mon ami Guy, certes, mais contrairement à ce qui a été dit par Christophe tout à l'heure, elle nécessite une réglementation. Ça veut dire que nous ne sommes pas opposés à ce qu'il y ait une dérégulation d'un certain nombre de choses qui sont trop contraignantes aujourd'hui et qui empêchent finalement une évolution économique, qui empêchent une libre circulation des gens, mais nous sommes totalement hostiles à une dérégulation qui mettrait fin à la protection du public, à la protection des usagers, des patients et autres. C'est ça le vrai problème, parce qu'il y a une asymétrie d'information qui est absolument majeure dans nos métiers. Nous avons des métiers à haute qualification qui exigent très souvent 15 ans d'études. Et donc forcément, nous exerçons des métiers avec une asymétrie d'information par rapport aux clients, aux patients, qui exigent, mais qui vraiment exigent, il en court à la catastrophe, eh bien, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des règles qui protègent le public vis-à-vis du pouvoir que représentent ces professionnels. C'est tout à fait fondamental. Et on l'oublie beaucoup trop, et vraiment, on a tort. Et je prendrai un exemple, puisque c'est vraiment d'actualité. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de la publicité dans la santé. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une directive européenne qui est en train de nous arriver, qui autoriserait, et d'ailleurs le Conseil d'État s'est prononcé là-dessus, qui autoriserait donc la liberté de publicité dans le monde de la santé.
attention à cela, parce que si, évidemment, elle n'est pas contrôlée, je comprends tous les problèmes, parce qu'on a une publicité qui est contrôlée dans tout ce qui est la presse classique, et qui ne l'est pas dans tout ce qui est numérique. Ça aussi, ça montre aussi qu'on a quelques trains de retard. Mais attention à cette affaire qu'il va falloir suivre de très près, parce que des dérives sont tout à fait possibles. J'ajoute 2 choses. Le premier, c'est que nous ne sommes pas face à un problème franco-français. Nous sommes vraiment face à un problème, alors je ne sais pas s'il est mondial, mais il est au moins européen, ça c'est clair. Nous avons et nous entretenons depuis longtemps une appel des relations européennes très suivies avec nos voisins européens, en particulier avec nos amis allemands. On voit un axe franco-allemand dans le domaine qui est le nôtre, les professions libérales, qui est très fort. Eh bien, nous sommes d'ailleurs en train d'élaborer un manifeste en vue des prochaines élections européennes qui auront lieu au printemps prochain. Et donc, dans ce manifeste, il y a tous les éléments qu'on a abordés jusqu'ici dans cette table ronde. Et donc, ça montre bien que les problèmes sont les mêmes outre-Rhin qui sont ici, et donc ce n'est pas un problème franco-français. Je termine. Moi, je ne phosphore pas sur le numérique, bien que je m'estime être plutôt branché par rapport à d'autres. Mais ça ne reste quand même qu'un outil, et rien d'autre, au service de l'humain. Alors, moi, je veux bien l'intelligence artificielle et tout, ça rend d'énormes services, c'est clair. Et nous l'utilisons d'ailleurs tous les jours. Et je sais très bien, et Guy le sait très bien aussi, une grande partie de la chirurgie française notamment, pas que française, est réalisée par des robots. Donc là-dessus, bien sûr que le numérique nous rend beaucoup de services dans l'exercice de nos professions, mais pour autant, il ne remplace pas quand même l'humain. Et attention, donc, dans tous les raisonnements qu'on a, de ne pas laisser au bord de la route. Et c'est peut-être un des enseignements qu'il faut tirer de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en ce moment même, c'est de ne pas laisser au bord de la route les plus faibles entre nous. Et c'est là où le mot de solidarité a un sens. Alors, et nous, professionnels libéraux, nous savons parfaitement que ceci est une réalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. Michel, justement, alors ça tombe très bien. Si on regarde, j'ai regardé quelques-unes des questions qui étaient posées. Il y a cette question donc, sur les solidarités. Je résume en gros. Nous, on travaille beaucoup, on fait du lien social, on va vers les gens, on est sur les territoires, on nous demande beaucoup financièrement. Et finalement, si les gilets jaunes, que moi je qualifie des invisibles, c'est-à-dire le peuple des petits, vous êtes les silencieux. Comment vous faites alors? Puisque dans la salle, peut-être qu'il y a aussi un ras-le-bol de trop payer, précisément, au titre de cette solidarité. C'est une question que je vous pose. Comment on fait? Oui, non, mais nous avons... tous. D'abord, nous avons des clients, tous des clients qui sont chez les jeunes. Nous rencontrons tous les jours des gens qui, lorsqu'ils nous quittent, vont sur un rond-point et ils vont donc manifester, s'apprêtent à venir à Paris, manifester ou dans la préfecture du Schmoll, etc. Donc on les rencontre, ces gens-là. Ils s'expriment généralement. Parfois, comment dirais-je, de façon difficile. Il est difficile de synthétiser ce qu'ils disent, mais on les entend. On est confronté à cette souffrance. Vous savez, quelqu'un qui vient vous voir en consultation, et pour une consultation à 25 €, qui n'a pas l'argent pour le payer, on voit ça tous les jours, nous. Hein. C'est pas virtuel, hein, c'est vraiment tous les jours. Hein, tous les jours. Et donc, on est évidemment confronté à ça. Le problème, c'est que c'est comme des éponges. On absorbe, on joue le rôle d'amortisseur social, on entend, mais on n'ose pas s'exprimer, puisque vous êtes confronté à des gens qui rencontrent des problèmes qui sont bien supérieurs aux vôtres. Et donc, ça vous rend, évidemment, modeste, et vous n'êtes pas enclin, si vous voulez, à manifester tout votre mécontentement. Mais ce mécontentement, il est là. Le burn-out dont on parle à longueur d'antenne ne frappe pas que nos clients, ne frappe pas que nos patients. Évidemment que le burn-out touche aussi les professionnels tous les jours. Et c'est quelque chose avec lequel il faut vivre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette discrétion. Alors, mais il y a une adhésion. Il faut bien que vous sachiez qu'il y a une adhésion profonde. Il y a une adhésion profonde de nos professions à ce qui est en train de se passer. Alors, je vais aller plus loin dans ma question, puisque c'est une question de solidarité aussi. Bruno Le Maire a reçu des organisations patronales récemment, et il a dit, bon, ça serait
peut-être qu'une des réponses, ça serait de verser une prime. Oui. La demande, elle est adressée à l'État. L'État qui est exsangue, il a transfert d'une certaine façon aux entreprises. Vous êtes des entreprises. 2 millions d'actifs dans vos secteurs. Eh bien, précisément, est-ce qu'il n'y a pas une organisation sociale à revoir pour que tout ça soit un peu plus équitable? Xavier Bertrand, peut-être? Oui, c'est moi qui suis à l'origine, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai pas inventé ça tout seul. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'avais jamais eu une idée tout seul dans mon bureau. C'est avec des rencontres. Ce sont des entrepreneurs qui m'en ont parlé, qui m'ont dit, tu sais, si on avait la possibilité, dans l'année, de verser une prime, mais qu'on nous foute la paix, hein, qu'on ne nous impose pas le montant, qu'on ne nous impose pas les conditions, et s'il n'y avait pas d'impôt à payer et pas de charge, que quand je décide de verser 100, ce sont 100 qui sont dans la poche de mes salariés, t'inquiète pas qu'on le ferait. Voilà comment est née cette idée. Ça fait des années que je travaille dessus, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Éthique était sur une réflexion similaire, Olivier Dassault avait déposé une proposition de loi. Ce que je m'étais aperçu, j'avais porté les heures supplémentaires défiscalisées, c'est que ça ne bénéficiait pas à tous les salariés. Et qu'en plus, en période de crise, c'était compliqué d'avoir du travail supplémentaire à fournir. Voilà donc la logique de cette idée. Et si j'ai aussi porté cette idée-là, je pense que c'est une réponse partielle à la situation d'aujourd'hui, et je vais être très franc avec vous. Je pense qu'il faut aller vers des mesures comme celle-ci pour que nous n'ayons pas un débat qui nous conduise à avoir, à un moment ou un autre, une pression généralisée sur l'ensemble des salaires dans notre pays. Parce que nous ne sommes pas en mai 68, il ne reste pas encore 10 ans des 30 Glorieuses à faire, on n'a pas le même niveau d'inflation, et je le dis, il y a une revendication légitime sur le pouvoir d'achat, mais les entreprises françaises, si c'est salaire, charges et impôts, on pourra parler de la compétitivité française au passé. Voilà l'idée de cette prime. Derrière cette prime, attention, je ne demande pas aux entreprises de faire le boulot de l'État, parce que ce qui s'impose, et pas à la Saint-Glingla, dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est d'avoir une forme de remise à plat fiscale complète, pour que demain, et encore une fois, pas la Saint-Glingla, on prenne moins dans la poche des Français, quel que soit leur statut. Ça s'impose à nous. Alors, je ne sais pas si on va avoir les questions, ouais, gros malin, est-ce que toi tu le fais? Oui, je le fais. Je donne des leçons à personne, mais à la tête de la région, qui n'était pas la région la plus riche de France, on a diminué l'endettement, on a diminué les effectifs, et j'ai baissé le seul impôt régional qui est celui sur la carte grise. Je ne suis pas un magicien, je fais comme vous et comme quand j'étais assureur. Je ne dépense pas plus de pognon que ce qui rentre comme pognon dans mon entreprise et dans ma région. Et ce n'est pas très compliqué, au final. Ça veut dire savoir dire non, et savoir justement gérer au plus près. Donc je ne demande pas aux entreprises de le faire, mais je pense que ce système de primes nous permet de rentrer dans une logique où, pardonnez-moi, les rapaces que sont l'URSSAF et le fisc ne se jettent pas sur toutes les sommes qui sortent de l'entreprise. Et pour être très clair également, cette somme est une somme de pouvoir d'achat, et donc légitimement, elle ne rentrera pas en compte dans le calcul de la retraite, parce qu'on ne peut pas avoir tout. S'il n'y a pas de charge, ça ne contribue pas. Et je le dis aussi, encore une fois, ça peut être versé en 1 ou 2 fois, et il ne doit pas y avoir de critères ni d'obligations. Voilà ce principe. C'est un principe de liberté, et c'est un plus. Alors on va me dire à l'État, oui, mais alors, on va perdre de l'argent. Pas du tout, parce que ces sommes ne sont pas versées aujourd'hui. Elles ne sont pas versées. Et en plus, je ne demande pas à l'État de me dire merci, parce que vu l'état du pouvoir d'achat, ce n'est pas de l'argent qui va être épargné, il va être consommé, donc 20% de TVA. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on raisonne maintenant, tout simplement en se mettant à la place des uns et des autres entrepreneurs et salariés, et je le sais aussi d'expérience, parce qu'à l'époque, on avait travaillé avec Nicolas Sarkozy sur la prime avec les 3 tiers. C'était compliqué. Ce qui n'est pas simple aujourd'hui ne peut pas marcher. Pourquoi c'était compliqué? Ça paraît parce tellement de que bon sens. c'est le calcul dans l'entreprise, et puis les entrepreneurs en ont marre, qu'on leur fixe des normes, qu'on leur impose des règles et autres. Ils peuvent, ils veulent, ils le font. Et si en sortant 100, c'est 100 dans la poche des salariés, ça a des chances de marcher très clairement. Donc il y a aussi un autre point qui est important sur cette mesure-là, c'est que, encore une fois, il y a la question du salaire. Aujourd'hui, on a un impératif de pouvoir d'achat, mais je pense qu'il faut revoir complètement ces notions d'intéressement, de participation, parce que c'est ce plus en dehors du salaire, de l'extra-salarial, qui peut être aussi une solution dans les années qui viennent. C'est pour le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est aussi une autre façon de contribuer à sa protection sociale. Je le dis, moi je tiens à ce socle
de solidarité, mais il faut aussi permettre ce socle de liberté. Moi, j'étais assureur, excusez-moi, j'aurais pas été assureur suffisamment longtemps pour avoir une retraite complète, mais c'était n'importe quoi la retraite. Cotisation maximum pour les entreprises comme les nôtres, mais alors revenu en retraite minimum. Et là, en la matière, quand on nous parle de justice, on dit parfois vous avez une bonne situation, personne ne regarde le niveau de protection sociale justement des indépendants, des professions libérales. Donc voilà quelle est la logique, la philosophie de cette mesure. Ce n'est pas la réponse complète. Et puis je le dis, c'est mon idée. Demain, c'est repris par le gouvernement, tant mieux. Tiens, juste une petite parenthèse quand même. Juste une petite parenthèse. Moi, j'ai dit pas de charge, pas d'impôt. Je ne sais pas si vous avez entendu. Maintenant, c'est déjà devenu pas d'impôt. Et je le dis très clairement. À force de rogner les ailes des différentes mesures, il ne faut pas s'étonner qu'on perde en puissance, qu'on perde en impact et qu'on perde en efficacité et que les gens se disent que même quand il y a une idée simple, ils trouvent toujours le moyen d'en amoindrir la portée. Et ça, c'est un drame dont j'aimerais bien, une maladie dont j'aimerais bien qu'il se guérisse. Je vais diriger ma question vers Jean-Paul Delevoye parce que je pense que ça concerne évidemment tout le monde. Non, pas les retraites, pas tout de suite, après. Est-ce qu'on pourrait avoir parce que c'est au cœur aussi des préoccupations actuelles, une espèce de Big Bang fiscal, quoi, finalement. Est-ce qu'il ne faut pas revoir tout ça quand on voit que 49% des impôts et cotisations sociales, c'est 49% de ce qu'on produit, de la richesse qui est produite par an en France, et que c'est moins les impôts d'ailleurs que les prestations et les cotisations sociales qui pèsent, puisque je crois que ça pèse à hauteur de 36 ou 37%. Est-ce que vous qui êtes quand même, comme l'a dit, je ne sais pas, c'est peut-être Corinne, dans la Macronie, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être engager et qui doit être engagé désormais? Vous savez, lorsque j'étais président des maires de France, dans les années 92-95, j'avais eu une phrase, de temps en temps, des phrases comme ça. J'avais dit, lorsque l'économie était rurale, l'impôt était foncier, propriété foncière. Lorsque l'économie était industrielle, l'impôt était sur l'outil, taxes professionnelles, etc. Nous rentrons dans une économie de services, il faut qu'il y ait une réflexion sur l'impôt sur les flux. La seconde chose, Xavier a parlé de cette prime. C'est un outil, mais qui traduit quoi? Lorsqu'on a fait la Révolution française, on a voulu créer le citoyen. Et on a donné à chaque individu, pour être citoyen, 2 armes, le vote et l'impôt. Aujourd'hui, les gens votent de moins en moins, et il y a de moins en moins de gens qui payent l'impôt, et ceux qui payent des impôts contestent l'impôt. Comment l'outil fiscal peut redonner sens à la communauté? La prime qu'évoque Xavier pose la question de savoir quelles sont les politiques de rémunération à l'intérieur de l'entreprise qui redonnent sens au fait que l'entreprise est une communauté d'un destin commun entre salariés, patrons et actionnaires. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts entre les trois. Et que plus l'entreprise est importante, plus le patron est du côté des actionnaires et moins du côté des salariés. Et que le système dans lequel nous nous trouvons, quand on regarde aux États-Unis, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la dernière réunion de tous les banquiers mondiaux, il y avait une équation économique qui les perturbe, il n'y a jamais eu autant de liquidités, il n'y a jamais eu autant de taux d'intérêt bas, il n'y a jamais eu autant de baisse de taux de chômage, et l'inflation ne redémarre pas. Et que l'on a une formidable productivité et concentration de richesse et une stabilisation des salaires. Et le théorème de Ford fait qu'aujourd'hui, le système est en train de valoriser de façon totalement artificielle des actifs, prochaine crise boursière, et de ralentir la puissance de consommation des salariés, crise économique de la consommation et du PIB. Et donc l'on voit bien que sur ce sujet, d'avoir une réflexion globale sur les politiques d'intéressement, les politiques de participation, mais qui n'ont pas pour but uniquement de donner un peu d'argent aux salariés, c'est de donner aux salariés le juste fruit d'une contribution à l'effort et à la réussite collective que représente le résultat d'une entreprise. Et c'est un sujet sur lequel, moi, en tant que gaulliste, et Xavier aussi, on a toujours été stupéfait de voir que la théorie de Capitan et d'autres sur la participation et l'intéressement a toujours été vouée aux gémonies, alors que je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise, plus elle va grandir, plus va connaître des conflits d'intérêts entre
des actionnaires qui privilégient le court terme et qui sont d'ailleurs le vrai problème aussi de la temporalité pour les politiques, le drame des politiques et le drame des actionnaires des entreprises, c'est qu'ils sont à 3 mois pour la valorisation des actions et de la bourse, et ils sont à 2 ans pour les prochaines échéances électorales. Quand tous les débats de demain sont des débats à moyen et long terme, changement climatique qu'évoquait Corinne, 25-30 ans, etc. Et vous pouvez... Donc nous sommes dans un choc de temporalité qui va donner la prime à des dictatures qui, elles, vont par un pouvoir stable pouvoir gérer le moyen et le long terme. Je le dis parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, M. Xi Jinping, il possède les entreprises, l'argent, les banques et la stratégie du long terme, puisqu'il a affiché dans son dernier congrès 2000, je ne sais plus combien, c'était l'année 1666, l'année où la Chine était la première puissance mondiale, et 2040, je ne sais plus combien, dans lequel la Chine deviendra la première puissance mondiale actuelle, parce qu'il a la logique du moyen et du long terme. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, et là, nous sommes tous responsables, et moi aussi, je suis sur le dossier des retraites. Que me disent les DRH d'entreprise? Je ne sais pas si c'est le cas. On recrute des cadres, qui 3 mois après viennent nous voir en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait sur ma fiche de paye? Tu m'as piqué 30%. » Et il dit « Nous sommes obligés en tant que DRH de réexpliquer ce qu'est la cotisation chômage, ce qu'est la cotisation retraite, ce qu'est la cotisation vieillesse. Nous n'avons pas dans notre système éducatif français, collège et lycée, suffisamment informé nos élèves sur ce qu'est la protection sociale française et ce qu'est le prix de la solidarité collective. Parce que quand on va à l'école, on gueule parce que les trottoirs sont sales, mais tout le monde oublie que tout le monde paye pour la gratuité de l'école. Et quand on sort de l'hosto, on gueule parce qu'on a mal mangé, que l'infirmière ne nous a pas, et on oublie qu'on nous a tous pris en charge sur notre infarctus, alors qu'aux États-Unis, il faut sortir sa carte bleue. Et moi, quand je vois bien aujourd'hui le problème, mon problème politique sur le système de répartition, c'est que comme on a toujours entouré la réforme des retraites d'un climat anxiogène, si on ne la fait pas, c'est foutu. Aujourd'hui, tout le monde a gagné. Les jeunes me disent « Mais monsieur Delevoye, pourquoi je vais cotiser alors que je n'aurai pas de retraite ?» Les anciens disent « Mais pourquoi je donne du pouvoir d'achat pour les jeunes? Et je veux créer un syndicat de retraités. » Et quand je leur dis « Mais est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir à ce qu'est la solidarité intra- et infragénérationnelle ?» Tout le monde me regarde en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et donc, nous sommes dans un moment extrêmement important, puisque tout à l'heure, vous parliez de liberté et de régulation publique. Nous sommes dans un moment paradoxal où si nous ne nous engageons pas dans ce débat pour réattraper la confiance des jeunes dans un système de solidarité collective, eh bien, par cette insouciance, cette fatigue, cette lassitude ou cette facilité politique à des fins électorales, nous sommes en fin de compte en train de nourrir le chacun pour soi et l'assurance individuelle. Et lorsque dans mon rapport du médiateur, je suis désolé de tout ça parce que c'est pas... J'avais dit à un moment donné, soyons attentifs, nous les politiques. On préfère gagner un électeur même si on perd un citoyen. Parce qu'on pense que quand on ne paye pas d'impôts, c'est sympa, en réalité, on va voter pour le mec qui ne me fait pas payer d'impôts. Mais pas payer d'impôts, ça veut dire me déresponsabiliser de ma capacité d'agir pour un bien collectif qui est le mien. Et quand je vois en Suède, ce n'est pas forcément mon modèle de référence, en tout cas pas celui que je mettrai pour les retraites. On a un problème aujourd'hui du vieillissement et de la dépendance. Ils ont un contrat de société qui est clair, le gamin, solidarité familiale, obligation. Et moi j'avais proposé dans un conseil stratégique de la CNAV, les algorithmes vont remplacer le versement des prestations, donc tout votre personnel va se trouver désemparé, profitez-en pour le mettre en accompagnement des parents pour faire en sorte que l'enfant garde sa potentialité capital humain. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que dans les 3 premières années, si on est dans un milieu insécure, on perd 50%, 60% de son cas. La deuxième chose en Suède, ils disent, le vieillissement, c'est de la solidarité collective. Et chaque Suédois paye à l'euro près. Chacun paye 10% de ses revenus. Tu n'as pas de revenus, tu ne payes pas. À la collectivité locale, je crois que c'est 10% à la région et 20% à la commune. Et quand la personne âgée ou la personne handicapée psychique ou tétraplégique, moto, etc., devient dépendante, c'est la collectivité locale qui se mobilise et on offre une réponse professionnalisante et professionnalisée pour faire en sorte de s'occuper de la personne dépendante, alors que l'angoisse
que nous avons tous, c'est de dire est-ce que je vais être capable de mettre de la dialyse, etc., etc. Donc c'est un vrai contrat de société. Est-ce que je peux juste... Oui, Xavier Bertrand. C'est le débat, c'est pas contre Jean-Paul, mais il y a un préalable aujourd'hui. Et moi, c'est la lecture que je fais de la crise des Gilets jaunes. Je n'ai pas toujours compris ça de la même façon, même en étant élu à Saint-Quentin, il a fallu que je me prenne en pleine face la campagne des élections régionales. Mais aujourd'hui, il y a un préalable. Quand dans une société, et il y a aussi des indépendants qui tirent le diable par la queue, quand dans une société, quand vous travaillez, quand vous avez travaillé et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est que la société va dans le mur. Parce que vous ne pouvez même pas dire à vos enfants « travaille à l'école, tu auras un métier », quand avec un métier, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Et le problème, pourquoi tous les corps intermédiaires, même également la presse, Yves, subissent ce même rejet, c'est que l'on se dit « ça fait des années qu'on est comme ça ». Et même s'il y a des sociologues, des géographes qui ont fait des ouvrages, vous n'avez jamais pris conscience de cette réalité. C'est ça le fond du problème. Et ça, c'est un préalable incontournable. On peut parler de l'avenir, on peut parler des services publics. Les gens disent on n'y arrive plus. Et ce n'est pas qu'on est des mendiants à faire la manche sur les ronds-points, c'est qu'on bosse et qu'on n'y arrive plus. Alors, on a eu des concepts, les travailleurs pauvres. Et moi, je vois aussi les indépendants. J'ai mis en place des aides dans la région depuis 2 ans et demi. Ce n'est pas que je balance l'argent public, c'est parce que, président de la région des Hauts-de-France, je peux faire que ça. J'ai fait des économies pour les financer, je n'augmente pas les impôts. Mais seulement derrière, c'est une façon de leur tendre la main et de les aider dans leurs besoins parce qu'ils bossent. Mais ces gens-là, aujourd'hui, c'est un cri de colère. Et pourquoi les gens font la différence entre la violence, qu'ils rejettent massivement, et qu'ils soutiennent? Parce qu'ils se disent que si cette parenthèse se referme sans qu'ils n'aient rien obtenu, ils vont à nouveau crever en silence. C'est ça, c'est pour ça justement que c'est soutenu. Et que derrière ça, c'est un problème. D'une certaine façon, quand on a des revenus importants, on fait partie des élites. Mais est-ce que ces élites sont connectées ou déconnectées? Vous êtes connectés parce que vous avez des clients, parce que vous avez cette patientèle. Mais le problème, c'est cette déconnexion qu'il y a au niveau national. Et la première des choses, c'est de leur permettre, et quand on leur dit, pardonnez-moi, je fais de procès à personne, mais pour essayer de comprendre pourquoi ça ne redémarre pas la confiance. Quand on leur dit, il y a un gel ou une annulation, ils disent quoi? Ils disent, vous ne croyez pas qu'on va vous dire merci parce que vous ne nous en prenez pas plus. Nous, ce que l'on veut, c'est en bossant, gagner plus, ou on veut qu'on nous en prenne moins. Et c'est ça le préalable. Et que les mesures d'urgence ne permettent que de desserrer les taux, mais il faut leur donner des perspectives sur quoi? Sur les impôts, sur les taxes et sur les charges. C'est ça le fond du problème. Si on comprend ça et si on le fait, mais alors excusez-moi, il faut faire péter le système. Le système dans lequel, excusez-moi, les financiers et les comptables, beaucoup de respect pour les experts comptables, mais vous allez voir la suite, les financiers et les comptables ont pris le pouvoir dans nombre d'entreprises comme dans l'État. Et où les technocrates, pardonnez-moi, ont émasculé la classe politique. Parce que la classe politique, ça lui évitait d'avoir et des idées et du courage. C'est ça aussi, c'est ce système-là, c'est une longue parenthèse qui est en train de s'éteindre. Je l'ai vu dans le domaine de la santé. Quand on n'investit pas dans la santé, quand on ne gère que la pénurie, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça, aujourd'hui, le fond du sujet. Et c'est des gens qui, tout simplement, veulent reprendre le pouvoir. Alors, c'est vrai qu'en 5 semaines, on est passé de 1788 à 1793. C'est ça le problème. Et on n'est même pas passé par la case Necker, enfin même par la case Necker à l'époque, ils ne l'ont pas écouté, ils ne lui ont pas donné les moyens. Et c'est ça notre vraie dame. Donc on peut faire tous les projets d'avenir que l'on veut. Cette crise de société, ce malaise national appelle des réponses. Je pense qu'elles ne sont pas si compliquées que ça à trouver. Mais il faut répondre à ce malaise parce que c'est le malaise d'une société dans laquelle on fait des beaux discours sur le travail, mais quand on travaille, on n'y arrive pas. Il faut vraiment rompre avec ce système-là. Merci. Entre les deux dates, je ne voudrais pas faire comme Christophe Barbier, vous avez oublié un procès et une décapitation. Hélas. Voilà. Oui, c'est vrai. Les brioches en 88. Corinne Lepage, et je vous donne la parole après, Monsieur Valencien. Juste un petit mot. D'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Xavier Bertrand. Je voudrais rajouter 2 petits points. Le premier, c'est que cette question de la financiarisation, elle n'est pas que française. Quand vous regardez la répartition des richesses, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Gini, qui permet précisément de mesurer l'inégalité dans une société. Elle s'est accrue dans des proportions délirantes. Les États-Unis, par exemple, sont revenus à une inégalité de richesse qui est antérieure à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que tous les efforts de progrès social dans le sens d'une plus grande égalité
ont été complètement ruinés, anéantis par les 30 ans qu'on vient de vivre. Ça, c'est une réalité. Alors nous, Français, on est un tout petit peu moins mauvais, mais chez nous aussi, le coefficient de Gini s'est considérablement dégradé. Donc il y a ce premier point. Le deuxième, je suis une Européenne convaincue, il n'en demeure pas moins qu'il faut que nous arrivions à trouver des solutions européennes à cette question. Oui, notre fiscalité, par rapport à celle de nos voisins, est tout à fait délirante. C'est vieux. Hein, ça n'a cessé de se dégrader. C'est vieux. Mais je pense que nous devons pousser également au niveau européen pour aller dans une autre direction. Et je dirais que ce qui se passe en Europe, ce qu'on appelle la montée des populismes, entre guillemets, en Europe, qui n'est pas tout à fait nouvelle, à M. Orban, ça remonte au début des années 2010. Ensuite, il y a eu la Pologne, ensuite, il y a eu d'autres pays de l'Est, maintenant, il y a l'Italie. Les mêmes causes, quelque part, produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que ce sentiment de déclassement, de pauvreté dans un univers de communication où une opulence, j'allais dire, indécente à certains égards, s'exprime. C'est insupportable, parce que non seulement vous ne finissez pas votre fin de mois, mais par-dessus le marché, vous voyez comment d'autres, pas très loin de chez vous, vivent. Et donc ce décalage-là, il est absolument insupportable dans une société où Jean-Paul disait qu'il est de plus en plus informé et qu'il a de moins en moins d'esprit critique, ce qui est vrai, c'est vrai pour tout le monde, mais nos concitoyens sont de mieux en mieux informés. Et moi, j'ai été quand même frappée, et dans des réunions publiques que j'ai pu faire sur des sujets divers, et dans l'expression d'un certain nombre de gilets jaunes, d'une bonne information. Ensuite, on peut être d'accord, pas d'accord avec ce qui est dit, mais les gens comprennent énormément de choses. Et je pense qu'on parle de la fiscalité, je pense que la question des privatisations, c'est-à-dire de la manière dont est géré le patrimoine des Français, est une question qui va être mise sur la table, et je ne suis pas certaine que la privatisation d'ADP ou d'autres passe comme une lettre à la boîte. Je suis même absolument persuadée du contraire, parce que les gens considèrent que c'est brader leur patrimoine. L'histoire des autoroutes, elle leur est restée ici, et je ne pense pas que ça puisse continuer. Merci. Alors on va donner la parole à M. Valencien, et après Bernard. Vous aurez 1 minute de conclusion chacun, et puis le président Chassang conclura définitivement. C'est juste une incidente sur ce qui a été... Allez-y. J'étais il y a 3 jours à un congrès où il y avait 7 étudiants en droit, 3 filles et 4 garçons qui étaient chargés de gratter. Ils étaient tous niveau master. Ce n'étaient pas des chemises brunes ni des chemises rouges. Quand je leur ai dit demandé ce qu'ils pensaient de la situation, ils m'ont dit « Monsieur, c'est désastreux. La démocratie est foutue. Nous serions prêts à accepter un pouvoir autoritaire. » Ils le disent à cet âge-là. Ils le disent. Et en Chine, on voit combien les 300 000 petits étudiants qui sont formés aux États-Unis, il n'y a pas un dissident. Ils reviennent tous en Chine parce qu'ils savent qu'ils vont s'enrichir. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et dans ces pays autoritaires, c'est impressionnant de voir l'emprise aujourd'hui de la jeune génération qui en a marre et qui est prête à accepter un rognement de certaines libertés au prix d'une amélioration de leur statut. Je peux même vous dire que moi, j'étais il n'y a pas très longtemps en Russie, c'était un peu la même chose. Bernard. Oui, c'est 1 minute pour conclure, hein, c'est ça. Bon, non, mais rapidement, deux idées. Je reviens sur un des propos. Oui, les frontières du salariat sont en train de s'estomper. Et nous avons besoin de construire, non seulement sur le plan des métiers, de la formation, des systèmes de protection sociale, plus que des passerelles entre les systèmes qui organisent les uns et les autres, mais nous avons besoin aussi d'organiser une relation conjuguée entre les salariés, les indépendants, 16 millions de salariés du privé, 3 millions de professions indépendantes, à peu près. En Europe, c'est 30 millions, 31 millions de professions indépendantes, par rapport à un appareil d'État qui continue à grossir, et globalement à grossir de plus en plus, notamment dans la fonction publique territoriale, et un État qui continue à nous prendre de l'argent sans nous rendre en face les services. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est très lourd. Quand le président de la région Hauts-de-France a dit tout à l'heure, moi j'ai diminué mes effectifs et mon déficit, c'est ça? Ça m'a surpris, pour moi nouvelle, mais bravo. C'est pas la tendance générale.
et l'impôt régional. Et le deuxième point de ma conclusion, c'est la nécessité de construire une Europe à travers des regroupements professionnels. Et quand Michel Chassan parle des relations avec les professions libérales allemandes, les autres, oui, nous avons dans les 6 mois qui viennent un enjeu considérable, c'est de montrer à nos concitoyens que l'Europe sociale, c'est une chance, que ce n'est pas Bruxelles qui descend nous embêter, c'est à nous de construire cette Europe sociale. Et je pense que le monde des salariés est beaucoup plus difficile à convaincre dans ce domaine-là que votre monde à vous. Ça, c'est clair. Jean-Paul Delevoye. Oui, 2, 3 observations. Je partage tout à fait cet avis. La dimension des problèmes ou des défis impose la dimension des réponses. Les défis sont de caractère mondial, la réponse doit être de caractère continental. Mais la réponse européenne ne peut pas se faire sans une vision d'un projet de société. Dans quel type de société voulons-nous vivre? C'est ça le sujet. Et cette société doit être basée sur, évidemment, la reconnaissance du travail. Et le travail et la liberté, donc la notion de pouvoir chacun permettre de vivre de son travail, passe aussi par la notion de solidarité et de partage. Et enfin, nous sommes dans une obligation de nous adapter, donc de changer. Tout changement est un caractère anxiogène. Aucun changement ne peut s'imposer si la promesse du futur n'est pas supérieure à la remise en cause du quotidien. Et aucun changement ne peut se faire sans l'adhésion de celles et ceux qui vont subir ce changement ou être acteurs du changement. C'est pour ça que dans un défi qui est le nôtre et pour lequel on a un certain nombre de débats, notamment avec les libéraux, je crois à l'intelligence collective des citoyens, des organisations sociales, des partenaires sociaux, des politiques et des journalistes. Et nous avons mis en place une méthode, un dialogue constructif avec Michel Chassan et d'autres. C'est plus de 140 heures de discussion depuis 6 mois. Et nous sommes en train d'essayer de co-élaborer ensemble, non pas une réforme des retraites, mais la mise en place d'un régime universel des retraites qui a pour but de répondre par rapport à un futur que personne ne connaît. Nous ne sommes pas dans le monde de l'inconnu, nous sommes dans le monde de l'inconnaissable. Personne ne peut dire ce que sera l'évolution des professions demain, etc., etc. C'est comment nous adapter à tout cela. C'est par une solidité de solidarité inter- et intragénérationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un système que nous mettons en place, c'est un projet de société construit autour de valeurs, parce qu'il n'y a pas de solidarité s'il n'y a pas de bien commun. Or, on a perdu aussi la notion du bien commun. Si on n'a pas perçu que la nature était un bien commun, je ne vois pas pourquoi je serais solidaire d'un Chinois que je n'aime pas. Si la cohésion sociale de mon pays n'est pas un bien commun, je ne vois pas pourquoi je paierais des impôts pour permettre à celui qui n'a pas de sous de pouvoir aller à l'école. Donc il faut que nous nous réinventions, nous nous réapproprions et le sens de l'impôt, et le sens de la cotisation, et le sens de la solidarité qui passe par la notion de la définition d'un bien commun qui doit revenir à ce qui était au cœur de tous nos projets politiques, qui était rien ne vaut l'épanouissement et le bonheur des hommes. Monsieur Delevoye, l'agenda du mois de janvier, tiens, on vous voit pour les retraites à ce moment-là? Absolument. Voilà. Écoutez, je ne cesse d'en parler avec votre représentant, et donc moi je suis tout à fait disposé, mais nous avons fait en sorte de pouvoir respecter de la façon la plus scrupuleuse des dialogues constructifs avec vos représentants. Alors après on peut, etc. Et j'ai répondu à toutes les invitations de Michel pour quelquefois même aller devant un certain nombre d'assemblées. Donc, et vous allez sur le site, vous avez tous les projets, tout est transparent. Je vais vous dire, moi je ne crois pas à la confiance. Je crois à la conquête de la confiance. Ce que j'ai mis en place, tout ce que je fais, tout ce que je dis est transparent. J'ai fait 8 ateliers citoyens. Les citoyens m'ont dit « Ouais, vous venez pour nous instrumentaliser ». J'ai dit « Vous avez raison de croire cela. Dans les 15 jours qui suivront, la synthèse des ateliers seront sur mon site et si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez le contester. » Le 13 décembre, je reçois tous les citoyens et je fais cette restitution. Après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est ça le sens du débat et de la controverse. Et donc, moi, je suis d'accord pour que l'on ait des questions, puis ensuite, on sera d'accord ou pas d'accord. Mais on sera d'accord autour d'objectifs, pas d'intérêts. Moi, je crois que nous avons intérêt à retrouver des communautés de destin, parce que les peuples se transcendent quand ils défendent des causes, ils se déchirent quand on défend des intérêts. Alors, vous avez raison, quelquefois, je le reproche à personne, de dire « à nous, on est meilleur que les autres, on ne veut pas partager ».
eh bien, je crois qu'on est dans une société où il faut apprendre à partager, quel que soit. Et si vous voulez remettre en place des solidarités corporatistes qui étaient au cœur d'un certain nombre de choses, nous allons contre l'intérêt d'un régime universel. Alors, je sais qu'on conteste l'universalité. Et donc, vous avez le droit de le contester. Mais dans ce cas-là, il faut que vous m'expliquiez quelle est la nature même. Et je fais ça sans aucune provocation, je l'ai fait devant un congrès d'une APL. Quelle est la limite du libéral quand ses revenus sont tirés de 100% de la sécurité sociale? Est-ce que c'est une liberté totale ou est-ce que c'est une volonté de certaines personnes de vous permettre d'exercer votre liberté avec de l'argent public? Donc, ayons ces débats-là. Avec des sous-tarifs, je veux bien l'admettre. Je veux bien l'admettre. Alors, vous avez retenu la date du 13 décembre pour la restitution. Et la date, s'il vous plaît, et la date du mois de janvier pour l'ouverture du dossier. Voilà. Depuis un an, je sais. En permanence, et donc rien ne s'arrête. D'accord. La parole à Corinne Lepage. Alors, 1 minute de conclusion. Normalement, dans une conclusion, on doit conclure. Moi, je vais ouvrir un débat. Oui. C'est pas correct, hein. C'est pas correct. Jean-Paul a parlé de bien commun. Moi, je pense qu'on a un problème fondamental qui rejoint la question de la finance, c'est comment on compte. La question de la comptabilité publique et privée est une question qu'il faut mettre sur la table. On compte à la manière des financiers. Mais quand une société est en bonne santé, qu'elle est cohérente, qu'elle protège son environnement, qu'elle lutte contre le changement climatique, qu'elle n'a pas de délinquance, elle n'est pas mieux notée, pas mieux considérée, parce qu'on utilise son PIB, qu'une société dans laquelle tout va mal. Tant qu'on n'aura pas une comptabilité de stock, entre guillemets, patrimoine financier, bien sûr, économique, mais aussi industriel, naturel, humain, culturel, et que l'on pourra voir d'année en année comment la chose s'améliore, même si l'élévation du niveau de vie n'est pas très importante, on aura les problèmes que nous avons. Parce que nous n'allons pas, notamment dans le monde européen, vers des sociétés où on va croître de manière absolument formidable. Ce n'est pas vrai. Je ne le crois pas. Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. En revanche, nous pouvons améliorer notre manière de vivre. Nous pouvons améliorer notre santé. Nous pouvons améliorer notre accès à la culture. Nous pouvons améliorer notre accès à l'éducation. Nous pouvons améliorer notre vivre ensemble. Tant qu'on ne le comptera pas, ça comptera pour rien. Et tant que ça comptera pour rien, eh bien, nous aurons les désordres auxquels nous assistons aujourd'hui. Voilà, c'est un débat que je voulais ouvrir. C'est encore très mal, donc je m'excuse d'ouvrir ça en conclusion. Mais je crois que c'est vraiment un sujet extrêmement important. Merci. Monsieur Valencien, un petit mot? Non, je disais juste à Jean-Paul Belevoye une proposition. Il faut ouvrir le Conseil économique, social et environnemental, qui est le troisième endroit neutre de la République, à tous ceux qui sont à la fois les Gilets jaunes, mais aussi aux élus, aux syndicats, à tous ceux qui veulent s'exprimer. Et vous verrez qu'en 15 jours, 3 semaines, on sortira la fumée blanche. D'accord. C'est évident. Si on n'a pas ce débat-là, les jacqueries vont continuer. Faites-en la proposition acquis de droit et en haut lieu, sachant que normalement, le CESE est appelé à être transformé en une chambre du futur, justement. Eh bien, nous allons... Merci à vous tous de nous avoir nourris de votre réflexion. C'est monsieur le président Chassang qui va nous livrer au pupitre. Ah bah si. Ah bon. Oui. Avant de passer au pupitre, ce que je voulais dire plusieurs choses concernant cette table ronde. La première, c'est que, et Jean-Paul a parlé de la retraite, c'est un défi, c'est vrai, mais il n'est pas le seul. Il y en a un autre en matière sociale, c'est celui de la dépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une inadéquation entre l'espérance de vie qui continue de progresser et l'espérance de vie en bonne santé qui, elle, stagne, voire régresse. Il y a un vrai problème, il y a un vrai défi qui est posé. Et croyez-moi, je ne veux pas faire comme Corinne, je vais l'ouvrir un débat avant de... C'est pas correct aussi, mais il y a un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, en disant que... Bon, je comprends que vivre de son travail, c'est évidemment fondamental, c'est clair. Et puis, avoir le nécessaire pour vivre en plan matériel, c'est indispensable. Loin de moi l'idée d'aller contre. Mais le problème, c'est qu'on vit quand même dans des sociétés extrêmement matérielles. Hein, et qu'aujourd'hui, la demande est quasiment exclusivement tournée vers le matériel. Or, il n'y a pas que ça dans la vie.
Et certes, il faut vivre de son travail, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi ne pas oublier que l'affection, les sentiments, l'humanité sont des choses qui comptent. La solidarité entre les gens. Et tout ceci, on ne va pas le trouver. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des choses qu'un certain nombre de Gilets jaunes ont trouvé dans leur mouvement tous les soirs dans les ronds-points. Et peut-être ça leur permet de trouver et de retrouver une certaine relation humaine qui finalement peut-être les alimente. Je pense que ça doit être un élément important. Je réponds à la proposition que vient de faire Guy. Il ne peut pas tomber mieux puisque c'est ce que nous avons décidé au CESE. En effet, et je suis chargé de le faire, donc j'en parle d'autant avec plus de responsabilité, puisque nous avons décidé. Donc pour les 3 mois qui viennent, enfin la décision sera prise mardi, mais je peux vous donner en avant-première, d'ailleurs un journal bien informé l'a déjà publié, donc je peux le dire, c'est que nous allons, dans les 3 mois qui viennent, nous concentrer exclusivement sur ce sujet-là, des Gilets jaunes. C'est la raison pour laquelle nous allons non seulement créer une commission temporaire transversale, mais surtout expérimenter 3 choses. Premièrement, un tirage au sort de citoyens, en nombre suffisant pour participer à nos travaux, des ateliers citoyens à l'intérieur, donc en ouvrant donc le CESE à d'autres, évidemment, en particulier, et d'autre part, des auditions filmées de Gilets jaunes et de gens représentatifs de ce mouvement, si tant est qu'ils arrivent à s'organiser d'ici là. C'est tout le chantier qui va être ouvert à partir du mois de janvier, et on va lancer aussi une plateforme citoyenne à partir de janvier au CESE. Et toutes les sections interrompent actuellement tous leurs travaux pour se concentrer sur ce sujet. Voilà, donc je pense qu'on ne pourra pas dire que le CESE n'a pas rempli ses obligations.